très rapidement, on aurait dû apprendre que le virus n'était dangereux que pour une catégorie très restreinte de la population. Et on aurait dû apprendre de ça et mettre en place les mesures proportionnelles à la menace. Donc, laisser les écoles ouvertes. On voit maintenant le résultat de 2 ans de confinement sur l'éducation des enfants. C'est catastrophique. Jean-François Caron, bonjour. Bonjour. Re-bienvenue au Québec. Oui, merci. Vous êtes professeur de sciences politiques. Vous enseignez la théorie politique à l'Université de Nazarbayev au Kazakhstan. Vous êtes installé dans ce pays d'Europe de l'Est depuis 8 ans. D'Asie centrale. D'Asie centrale. Oui, oui. Juste au sud de la Sibérie. Quand même. Avec le climat qui vient avec. Donc, vous êtes originaire de Québec et vous revenez une fois de temps en temps dans vos premières terres, si je peux dire. On vous sent assez critique de la société québécoise sur les réseaux sociaux. En particulier, bon, vous tenez aussi des chroniques sur certaines stations de radio. Comment vous percevez le Québec actuellement, vous qui êtes exilé depuis 8 ans? C'est sûr qu'en étant exilé, j'ai le regard extérieur. Puis je ne suis pas nécessairement quotidiennement dans la marmelade des médias traditionnels. Donc, ça me permet d'avoir un regard plus critique. J'ai aussi une expérience de vie depuis 8 ans maintenant en Asie centrale, dans une société où les valeurs sont complètement différentes de celles qu'on trouve au Canada puis au Québec. Donc, ça me permet d'avoir un regard critique, une autre vision. Puis, je pense que c'est un peu ce que certaines stations de radio, certains podcasteurs ont apprécié dans mes analyses, c'est le fait de pouvoir proposer un regard différent sur la société québécoise qui, moi, je trouve que malheureusement, c'est une société qui évolue pas nécessairement dans la bonne direction. Moi, j'appelle ça un petit peu... sur les réseaux sociaux, j'avais utilisé l'expression de petite noirceur, en parallèle un peu par rapport à l'époque de Duplessis. Parce que vraiment, les défis de la société québécoise sont immenses. La pyramide démographique inversée. Puis moi, ce que j'arrive pas à réaliser, c'est que tous les problèmes dont vous entendez parler quotidiennement à la télévision, les urgences qui débordent, les écoles qui n'ont pas de système d'aération convenable, les classes qui débordent d'étudiants, un manque d'intervenants pour les enfants en difficulté. Moi, je réalise pas à quel point les gens sont pas capables de se réveiller et de réaliser que le système sur lequel la société québécoise s'est construite depuis la Révolution tranquille est en train de s'effriter. Et puis, s'il n'y a rien qui évolue, qui change au cours de la prochaine décennie, les défis auxquels vous êtes confrontés vont simplement vont empirer de façon exponentielle. Et puis, à un moment donné, il va y avoir un point de non-retour où une réforme va tout simplement être impossible. Il va falloir une espèce de seconde révolution tranquille qui va nécessiter là, des sacrifices énormes de la part de la population. Donc, c'est les raisons pour lesquelles je suis extrêmement critique. Moi, j'ai encore de la famille ici, puis ça me désole un peu de voir les membres de ma famille évoluer dans une société comme celle-là où on ne perçoit pas nécessairement qu'il y a un avenir radieux pour les plus jeunes générations. Puis, il y a toujours un peu un principe où on souhaite que ces enfants aient une meilleure vie que nous. Et puis, actuellement, au Québec, je pense que les parents qui se disent « mes enfants vont avoir une meilleure vie que moi », je pense que c'est une lubie. Je pense que c'est complètement utopique. Donc, les causes, bon, il y a la démographie, il y a une question de mentalité, il y a une question de modèle de société, bon, le modèle québécois. Si vous pouviez énumérer 2 ou 3 causes, selon vous, de ce déclin, si on peut dire, que vous observez, quelles seraient-elles? Bien, c'est l'immobilisme. C'est une société qui est incapable de se remettre en question, le Québec. Pour moi, c'est ça le véritable problème. Et les gens sont ancrés dans le modèle de la Révolution tranquille, du modèle québécois. Puis c'est devenu un dogme. On le voit depuis 20, 25, 30 ans. Les gens qui essaient de remettre en question le modèle québécois, automatiquement, ils se font critiquer. Québec bashing. Oui, c'est ça. Alors que... On vous le dit... Ah ben oui, évidemment. Mais tu sais, une société normale, l'esprit de la démocratie, c'est de débattre. Le plus grand ennemi de la démocratie, c'est l'unanimité.
Et puis malheureusement, au Québec, une fermeture d'esprit, cet immobilisme-là, fait en sorte que ceux et celles qui remettent en question le modèle québécois sont ostracisés, sont bannis, puis sont présentés, là, maintenant, c'est des gens d'extrême droite. Auparavant, ils étaient qualifiés d'autre chose. Donc ça, pour moi, c'est le plus gros problème de la société québécoise. L'incapacité de se remettre en question, alors que tous les voyants sont au rouge. Sur le plan démographique, là, lorsqu'on voit des gens dire sur les réseaux sociaux « Ah, j'ai passé 15 heures à attendre à l'urgence, j'ai dormi sur le sol, mais finalement, j'ai vu un médecin, puis on doit remercier le ciel que tout ça soit gratuit, parce que si on était aux États-Unis, il faudrait hypothéquer un rein pour faire soigner sa tumeur. » Alors, les gens qui raisonnent comme ça, là, je veux dire, ils réalisent pas à quel point le modèle est vicié. Il n'est pas soutenable dans le temps, parce qu'en 2050, le tiers de la population québécoise va être âgée de 65 ans et plus. Donc, imaginez simplement, si on veut maintenir un modèle québécois tel qu'il est, à quel point le fardeau fiscal sur les travailleurs, les jeunes générations, à quel point ça va ressembler pour pouvoir soutenir un modèle qui malheureusement est à revoir. Quand vous revenez ici, bon, là, ça faisait quelques années que vous n'étiez pas venu. J'imagine que vous avez laissé passer la période de la pandémie, qui n'était pas nécessairement la plus radieuse de l'histoire du Québec. On va y revenir parce que vous publiez un livre important sur la question. Première chose qui vous frappe quand vous revenez au Québec, après plusieurs années, au-delà, bon, ou peut-être pas au-delà de l'actualité, mais dans l'ambiance, si je peux dire, dans l'atmosphère au Québec. Qu'est-ce qui vous frappe, là? Vous débarquez de l'aéroport à Montréal et qu'est-ce que vous voyez? Bon, ça peut être plusieurs choses. Ça a été hier, la une du Devoir. C'est encore pandémie, COVID, la grippe, aux abris, faites-vous vacciner, sinon c'est l'apocalypse qui s'en vient. Les unes des journaux, les éditoriaux de certains éditorialistes qui sont encore dans la mentalité, là, la chasse aux complotistes, plus de 2 ans après la fin de la pandémie. Donc, à cet égard-là, moi, j'ai vraiment l'impression que le Québec n'est pas encore sorti mentalement de la pandémie, là. Oh. Et ça m'a vraiment frappé. On compense aussi avec l'environnement aussi. Vous dites dans votre livre, bon, on va y revenir, là, mais j'anticipe un peu que au Québec, l'abandon du nationalisme au profit de l'environnement s'inscrit dans cette espèce de la peur de la mort, là, mais cette espèce d'ambiance qui met l'accent sur une existence très confortable au détriment des idéaux, etc. Oui, absolument. Oui. Et puis, bon, j'ai visité quelques membres de ma famille hier et puis c'était systématique. Chacune de ces personnes-là, d'un certain âge, la télévision est allumée à un certain poste de télévision. Donc, et les discussions que j'ai eues avec ces gens-là, j'avais l'impression de discuter avec des gens qui vivaient encore 2-3 ans en arrière, là. Vous exprimez régulièrement, je le redis, à différentes stations de radio, principalement Radio X, à laquelle je vais aussi régulièrement. Vous vous exprimez à Yann et Frank, un podcast populaire, et sur d'autres tribunes que j'oublie. Vous sentez-vous intégré quand même au débat au Québec ou exclu de par, justement, l'entretien de cette mentalité très consanguine, si je peux dire, là, idéologiquement, bien sûr? Oui, non, c'est difficile à dire. Je me posais la question, si je devais vivre ici de façon permanente, quelle serait la réaction des gens, peut-être, dans la file d'attente à l'épicerie, s'ils devaient me reconnaître? Est-ce qu'ils crieraient des surnoms? Est-ce qu'ils me donneraient une tape dans le dos? Je pense que vous auriez des bonnes surprises, par contre. Oui, peut-être que je pourrais être surpris. Oui, il y a peut-être une majorité silencieuse. Plus que, oui, je peux vous le dire, oui. Disons, je me suis posé cette question-là. Maintenant, est-ce que je me sens intégré dans la société québécoise? Au débat, là. Au débat, oui. Vous êtes québécois, on s'entend. J'y contribue, mais c'est sûr que j'y contribue d'une façon... en fait, je défends une position qui est minoritaire. Donc, je me fais, avec d'autres personnes, évidemment, le porte-voix d'une cause minoritaire. Puis, les gens de cette cause-là, j'ai l'impression qu'ils sont reconnaissants de ma contribution. Mais quelle serait ma vie si je devais vivre de façon permanente au Québec? Je me pose la question. Je serais curieux de voir quelle serait à quoi ça pourrait ressembler, là. Ouais. Mais c'est sûr qu'une partie de moi... maintenant est déménagé ailleurs dans le monde, en Asie centrale. Et puis, par la force des choses, j'ai développé un intérêt, une expertise pour la politique de la région, l'autoritarisme, parce que, bon, les 5 stans sont dirigés
sur des États autoritaires. Donc, d'ex-république soviétique, les 5? Le Kirghizistan a eu une tradition démocratique qui est malheureusement en train de s'estomper depuis les dernières années. Mais inévitablement, à l'est de chez nous, c'est la Chine, puis au nord, c'est la Russie. Et justement, ce regard-là, parce que dans votre livre, vous finalement décrivez des frontières qui sont peut-être moins nettes entre les démocraties, ce qu'on appelle les démocraties libérales, et les régimes autoritaires. Durant la pandémie, vous constatez que la démocratie au Québec emprunte des traits autoritaires, en raison de la peur de la mort qui est collective et individuelle. Donc, comment vous percevez le Québec? Quand on dit le Québec, c'est une société extrêmement libre, les gens qui critiquent, qui font du Québec bashing ne sont pas assez reconnaissants envers les libertés qu'on a acquises au fil du temps. Et vous êtes au Kazakhstan. Est-ce que vous voyez une différence très, très nette entre... Absolument pas. Avant de déménager au Kazakhstan, je me disais, c'est un État autoritaire, est-ce que je vais me faire pourchasser par la police? Est-ce que mon téléphone... Parce que vous êtes très libre aussi sur les... Absolument. Parce que quand on vous entend sur la Russie, on se dit, ce type-là habite près de la Russie. En fait, il habite dans une zone d'influence russe et il critique ouvertement la Russie. Oui, ça, c'est un peu... c'est possible parce qu'à l'université, chez nous, on a une charte spéciale qui nous garantit la liberté académique. Et puis, je l'ai expérimenté, je l'ai poussé aux extrêmes et j'ai jamais subi de conséquences pour avoir tenu des propos critiques envers la Russie. Même des fois, pendant la pandémie, j'ai écrit un livre aussi qui avait des éléments critiques par rapport à la gestion de la pandémie au Kazakhstan. Puis, annuellement, mon visa de travail est renouvelé. Là. Alors que si vous étiez dans une université québécoise, vous avez complété votre doctorat à l'Université Laval, auriez-vous cette même liberté que vous avez au Kazakhstan? J'aurais la même liberté que Patrick Provost. Oh, OK. Donc, très, très limité, là. C'est moins qu'on puisse dire. Oui. Dans le livre, lorsque je fais le parallèle entre la gestion de la pandémie au Québec puis l'autoritarisme soft qu'on retrouve essentiellement dans les 5 républiques d'Asie centrale, à l'exception du Turkménistan, qui est un régime davantage autoritaire, les conséquences, la manière avec laquelle l'autoritarisme soft fonctionne pour contrôler les gens, c'est exactement les mêmes méthodes qui ont été utilisées au Québec pendant la pandémie et qui se poursuivent depuis. Donc, pour moi, le parallèle est extrêmement étroit entre la société québécoise actuelle et des régimes autoritaires soft, comme on peut retrouver là où j'habite au Kazakhstan. Les gens paient le prix. Les gens ne sont pas torturés. Les gens ne sont pas arrêtés par la police. Vous décrivez les moyens, justement, employés là, qui relèvent plutôt... les gens obéissent pour garder leur confort financier, matériel, la sécurité financière. Pour perdre leur emploi, pour obtenir une promotion sur leur lieu de travail. Václav Havel avait très bien décrit la situation dans les années 70 en Tchécoslovaquie. J'avais une longue citation dans le livre. Il dit « L'époque où on est torturé, envoyé au goulag, assassiné dans des sous-sols crasseux de la Loubianka, c'est terminé. C'est pas comme ça, là. Et heureusement, d'ailleurs. Mais comment est-ce qu'on fait pour contrôler les gens? S'ils critiquent le parti, on va leur passer un coup de fil subtil pour leur dire, voilà, vous risquez de perdre votre emploi, puis la promotion que tu espères depuis si longtemps, peut-être que tu ne l'auras pas. Donc, lorsqu'on subit ce genre de pression, les gens, à l'époque de Václav Havel, rentraient dans le rang, devenaient des supporters silencieux du régime, ne le critiquaient pas, et puis préféraient s'occuper de leur sphère privée en se disant, au moins dans cette sphère-là, je vais être libre de pouvoir faire ce que je veux. Donc, c'est ça l'autoritarisme soft. Et lorsqu'on regarde la gestion de la pandémie au Québec, tu ne t'es pas vacciné, tu ne peux pas aller à tel lieu, puis à tel autre lieu. Tu peux perdre ton emploi. Et puis, il suffit de voir encore, j'en faisais mention au début de l'entrevue, un certain commentateur politique qui, pas plus tard qu'hier, dans un article d'un média grand public, s'en prenait directement, personnellement, à un individu qui avait versé 20 $. Oui, alors que finalement, même partout dans le monde, le mouvement des camionneurs... ça reste des gens qui défendaient un point de vue plutôt libéral sur la société. Un point de vue qui était critiquable, mais qui ne nécessitait pas le recours à la loi sur les mesures d'urgence ou le gel des comptes bancaires de ces gens-là. Lorsqu'on regarde cette situation-là, puis ce qui se passait à l'époque de Václav Havel, moi, je suis désolé, mais il n'y a absolument pas de différence. Et puis, les gens s'en rendent pas compte parce que eux, la conception qu'ils ont de l'autoritarisme, c'est le goulag, la Loubianka, les gens arrêtés en masse et qui disparaissent au milieu de la nuit, alors que c'est pas ça du tout, là. Puis moi, je le vis, je l'expérimente depuis déjà 8 ans. Je peux en témoigner.
et j'ai la capacité de faire le parallèle avec ce qui est passé au Québec ou ailleurs en Occident. Et puis moi, je trouve que malheureusement, les sociétés libérales sont en train de prendre un virage autoritaire ou dans le sens autoritaire soft. Évidemment, c'est pas la Corée du Nord, c'est pas le Turkménistan non plus, là. Mais lorsque je parle d'autoritarisme... Non, mais on comprend que les frontières sont moins nettes qu'auparavant entre ces deux catégories de régimes. Et le Québec, à l'échelle de l'Occident, est-ce qu'il suit la tendance ou c'est pire d'une certaine façon? Par rapport aux États-Unis, par exemple, le Québec est une société où le contrôle social est davantage développé qu'aux États-Unis, par exemple. À cause de ce régime aussi de micro-privilèges. Parce qu'au début, bon, l'introduction, vous parlez de l'Occident, mais on sent que vous êtes québécois d'une certaine façon. Oui. Puis je suivais l'actualité au Québec, puis je parle aux membres de ma famille à tous les jours. Dans les privilèges, dans le confort matériel, tout ça. Donc, la manière effectivement de contrôler les esprits, la peur de la mort, évidemment, au Québec. C'est l'éléphant dans la pièce. Oui. Là. C'est extrêmement facile de contrôler les actions des gens. Surtout dans une perspective où Hannah Arendt parlait de la conception de l'individu, elle appelait ça l'homo laborans. Donc, on se définit d'abord avant tout en fonction de notre travail. Donc, notre travail, c'est pas simplement une manière de payer nos comptes, c'est une manière d'obtenir de la reconnaissance d'autrui, de s'épanouir personnellement. Donc, c'est le centre de notre vie. Si vous voulez contrôler les gens, vous les menacez de leur faire perdre leur emploi ou de les priver d'une promotion. Non, c'est pas plus compliqué que ça. Là. Et c'est tout. Puis au Québec, ça marche très bien, ça. Ça fonctionne extrêmement bien. Pas besoin d'envoyer les gens. Le modèle québécois est très fort là-dessus. Là. Oui. C'est-à-dire, on se pense, justement, bien, on y est déjà. Vous publiez auprès de l'Université Laval Homo Superstes, le coût politique de la vie à tout prix. C'est également paru en anglais chez Routledge. Vous parlez du passage d'un paradigme lockéen à un paradigme obésien davantage axé sur la sécurité. C'est quoi ce passage-là pour que de manière à ce que les gens comprennent bien? Donc, le moment de rupture, pour moi, c'est fait au moment de la fin de la guerre froide. Donc, on se définit toujours par rapport à autrui, de façon individuelle, puis les sociétés font la même chose aussi. Donc, on a toujours besoin d'un ennemi ou de l'image d'un individu, d'une identité qu'on rejette, ce à quoi on ne veut pas ressembler de nous-mêmes. Un autrui significatif. L'autrui significatif qui nous sert de miroir de, si on ne fait pas attention, voici ce qu'on pourrait devenir. On se définit toujours par rapport aux autres. Voilà. Et donc, pendant la guerre froide, les sociétés libérales se sont définies par rapport à leur pire ennemi, qui était d'abord le fascisme pendant les années 30, la Deuxième Guerre mondiale, et ensuite le communisme. Donc, qu'est-ce qui permettait au libéralisme de se distinguer de ces deux régimes-là? C'était deux régimes qui privaient les individus de leur liberté. Donc, en revanche, le libéralisme est en mesure de garantir la liberté individuelle aux gens. Et là, sur le plan de la philosophie politique, c'est l'approche de John Locke. Pour John Locke, on doit bénéficier de droits naturels qui sont inaliénables. Et le plus important, c'est le droit au bonheur, le droit de pouvoir poursuivre les actions qu'on souhaite, dans la mesure où ça ne vient pas nuire, évidemment, aux intérêts d'autrui, et l'État ne doit pas intervenir. Donc, dans une perspective comme celle-là, les individus, c'est la responsabilité de l'État d'assurer, de garantir la liberté individuelle des gens. Puis, en revanche, les individus savent que pour demeurer libres, ils doivent faire preuve d'esprit critique, ils doivent faire preuve de méfiance par rapport aux gens qui les gouvernent. Parce que si ce n'est pas le cas, bien, inévitablement, ces gens-là risquent d'abuser de leur pouvoir et priver les individus de leur liberté. Donc, le paradigme lockéen, c'était pendant la guerre froide, les sociétés libérales se définissaient par rapport au communisme et la conception de la vie tournait essentiellement autour de la liberté individuelle. Avec la fin de la guerre froide, bien, les sociétés libérales ont perdu leur ennemi, leur autrui significatif qui venait de s'effondrer. Et ça, Francis Fukuyama appelait ça la fin de l'histoire, c'est la fin de l'évolution idéologique de l'humanité. Il a célébré ça comme étant un grand moment de liberté. Oui, la fin, moment eschatologique, là, c'est-à-dire... Voilà, tout se termine et puis à partir de maintenant, toutes les sociétés vont évoluer dans le sens du libéralisme politique et économique. Or, ma thèse, c'est que ça a été un cadeau empoisonné. Parce que si le libéralisme, à ce moment-là, a été privé de son ennemi, de son autrui significatif, il y a eu un moment de perdition au début des années 90 où les sociétés libérales n'avaient plus de miroir contre lequel ils devaient utiliser pour se définir. Donc, ils étaient à la recherche de cet autrui-là, de ce miroir-là. Alors, qu'est-ce qui est survenu au milieu des années 90? Ça a été les grands génocides au Rwanda, en Bosnie-Herzégovine,
Donc, l'émergence des guerres civiles et des sociétés, des États voyous, des sociétés anarchiques, où des individus étaient assassinés en pleine rue. Il n'y avait plus de policiers pour assurer leur sécurité. Donc, c'est à ce moment-là où, à mon avis, les sociétés libérales se sont redéfinies et l'ennemi a été la mort violente, l'esprit du génocide, etc., où là, les sociétés libérales, en matière... Donc, on n'est plus vraiment sur... on ne veut plus nécessairement défendre des valeurs, des grandes valeurs avec une certaine hauteur, mais vraiment défendre notre sécurité physique, notre intégrité physique face à des régimes perçus effectivement comme... régime assassin. Assassin. En fait, c'est ça l'originalité de votre thèse, là, c'est-à-dire ce qui explique le passage du paradigme lockeien au paradigme hobbésien, c'est quand les sociétés libérales sont définies en opposition aux horreurs des régimes autoritaires. Bon, je vous reformule, là. Mais il n'y a pas un paradoxe, c'est-à-dire cette peur des mauvais traitements que vous décrivez, qui arrive après, effectivement, la chute du mur, c'est en même temps ce qui a permis au régime démocratique d'administrer des mauvais traitements par la suite. Si on pense que le confinement, si on considère que le confinement est un mauvais traitement, c'est-à-dire, d'un côté, vous voulez assurer la sécurité des citoyens, mais pour vous diriger vers des mesures sanitaires ou autres qui ne sont pas... qui n'assurent pas le bien-être, en fait. Donc, on veut assurer le bien-être des gens en opposition à ces régimes-là, mais finalement pour ne pas nécessairement l'assurer. Là, pour les priver de leur liberté. Mais lorsqu'on je pense que vous comprenez, oui, ma question. Oui. Psychologiquement, lorsqu'on passe d'une société où c'est la liberté individuelle qui doit primer à une société où c'est la vie, d'abord et avant tout, la vie purement biologique qui doit primer, c'est la valeur suprême, à partir de ce moment-là, les gens vont être prêts à accepter n'importe quelle mesure, n'importe quoi de la part de l'État. Si l'État leur dit « c'est pour garantir votre sécurité, c'est pour vous assurer de rester en vie le plus longtemps possible ». Donc, c'est la logique, là, mur à mur du sanitarisme qui en vient à s'appliquer. Et pour les gens, lorsqu'ils ont adopté psychologiquement cette conception-là de la vie, ils vont être prêts à accepter n'importe quelle mesure, les plus liberticides, plus stellaires et les plus disproportionnées par rapport à la menace qui existe aussi. Libre Média, c'est beaucoup plus qu'un site Web. C'est votre porte d'entrée dans l'univers médiatique. À Libre Média, nous croyons qu'il faut vous donner les moyens d'accéder aux informations qui comptent pour vous. Gardez une longueur d'avance grâce à nos analyses approfondies et à notre couverture exhaustive. Pour tous les détails, visitez notre site web au libre-media.com. Aimez, partagez, abonnez-vous dès maintenant. Libre Média, parce que vos choix sont importants. Les sociétés libérales ont un ennemi, le communisme. Ensuite, des régimes qui ne sont plus nécessairement communistes, mais qui sont autoritaires. Et en se redéfinissant par rapport à ces régimes autoritaires, les démocraties vont finir par adopter des traits des régimes autoritaires. C'est quand même une espèce de boomerang. C'est un recul du libéralisme. Pour moi, ça a été un cadeau empoisonné, la fin de la guerre froide. Parce que notre ennemi nous a amenés à privilégier une conception de la vie qui était purement biologique. Et puis, il y a des événements politiques qui ont accentué ces traits-là. Le 11 septembre 2001, moi, je me souviens à l'époque, je prenais beaucoup l'avion avant le 11 septembre. Les mesures de sécurité dans les aéroports, dans les avions, c'était très minime. Est-ce qu'il y avait davantage d'attentats? Est-ce qu'il y avait davantage d'avions qui étaient détournés à l'époque que maintenant? Pas vraiment. Mais depuis le 11 septembre 2001, toutes les mesures qui ont été mises en place de sécurité sont justifiées par les États à la lumière de c'est pour garantir votre sécurité, empêcher un attentat terroriste. Donc, les chances de mourir dans un attentat terroriste sont moins élevées que d'être frappé par la foudre. Donc, les mesures qui sont en place, lorsqu'on y pense, sont carrément disproportionnées par rapport à la menace en place. Dans le cas de la pandémie, du COVID, ça a été la même chose aussi. On le sait maintenant, les statistiques sont parlantes, sont disponibles sur le site de l'Institut de la santé publique du Québec. Les chances de mourir de ce virus-là étaient extrêmement minimes. Ça touchait les gens qui étaient les plus exposés, évidemment, c'était les gens âgés de 65 ans et plus, souffrant de comorbidité. Mais les mesures qui ont été mises en place ont été carrément disproportionnées. Puis les gens, non seulement les acceptaient, mais en redemandaient. Pour certaines parties de la population, c'était pas suffisant. Le gouvernement aurait dû en faire davantage. Et c'est là où on se rend compte qu'il y a une dérive. C'est plus du libéralisme du tout. Là, on est dans un État hobbésien, où la responsabilité du Léviathan, du gouvernement, c'est d'assurer la sécurité des gens à tout prix. Et le prix à payer peut être la privation de ses libertés.
et l'imposition de mesures carrément disproportionnées. Et les gens en redemandent. Et puis là, la prochaine étape, c'est les changements climatiques. On voit déjà apparaître des gens qui laissent sous-entendre qu'on devrait imposer des passes carbone. Donc, limiter le nombre de fois qu'on peut prendre l'avion dans l'année ou même au cours de sa vie. Cette société de surveillance, ce n'est pas nécessairement l'influence de la Chine qui le permet, qui la permet. C'est-à-dire que, bon, vous dites, bon, c'est le libéralisme qui s'est un peu autodétruit, là, si je peux dire, en absence d'un ennemi identifiable. Donc, pour vous, c'est plus interne, en fait, que sous l'influence d'une puissance comme la Chine, quand même, parce qu'il peut avoir un effet de mimétisme. Là. Il y a eu ça pendant la pandémie. On voit que les JO de Paris, les Jeux olympiques, on voit là, qu'il y a une sorte de cynisation, je peux dire, de la société occidentale. Et on admire un peu l'efficacité de la Chine, même si, bon, c'est peut-être une efficacité un peu surévaluée, là, je sais pas. Il y a eu un effet. Il faut dire que c'est un livre en philosophie politique, là, soyons clairs. Là. Mais c'est sûr, il y a eu un effet externe. On a copié les mesures qui avaient initialement été adoptées par la Chine, par peur. Il faut se reporter aussi au début de la pandémie. On était confrontés à un virus qui était aussi inconnu, qui provenait d'un pays dont le gouvernement n'était pas prêt à collaborer avec le reste de la planète. Souvenez-vous, on voyait le fameux médecin chinois qui avait sonné l'alarme par rapport à ce virus-là sur les réseaux sociaux, branché de partout, un type dans la trentaine, branché de partout, qui est finalement décédé du virus. Là, évidemment, lorsqu'on voit ces images-là, ça rappelait les pires films d'Hollywood, Contagion, les gens qui tombaient comme des mouches. Donc, dans une certaine mesure, les mesures restrictives qui ont été mises en place au tout début de la pandémie pouvaient se justifier dans la mesure où on était confronté vraiment à un ennemi inconnu. Et lorsqu'on voyait la Chine réagir de façon extrême comme ça, peut-être qu'on s'est dit, bien, ils en savent peut-être plus que nous sur la dangerosité du virus, donc prenons pas de chance. Donc, dans une certaine mesure, les premières semaines de la pandémie, les mesures qui ont été mises en place pouvaient être compréhensibles à la lumière de ce qui avait été fait. Même que vous critiquez, en fait, les gens qui, dès le départ, ont rejeté massivement, on parle des premières semaines, là, ont rejeté les mesures sanitaires les premières semaines. Vous dites, ces gens-là manquaient de sens de responsabilité. Oui, au tout début. Et dans un autre ouvrage, je pense. Oui, au tout début, c'était quelque chose de problématique. Il y avait un élément problématique dans la réaction de certaines personnes. Il y a quand même un principe de sécurité, de sûreté qui doit prédominer lorsqu'on est confronté à une menace mortelle, donc on ne connaît pas nécessairement les gens se rappellent pas très bien dangerosité. des premières semaines. À quel point, moi j'étais à Mexico, là, puis je le sais, là, c'est-à-dire nous aussi, au Kazakhstan, on a eu des mesures. On disait qu'il n'y aura plus de vols internationaux pendant X nombre d'années. Là. Donc, je pense que les gens ne se souviennent pas exactement à quel point c'était après. Nous aussi, au Kazakhstan, je me souviens, Lufthansa nous a envoyé un message pour nous dire c'est le dernier vol. On ne sait pas s'il va y en avoir d'autres. Donc, si vous voulez quitter le pays, rentrez chez vous. En fait, les ambassadeurs canadiens disaient aux Canadiens de revenir d'urgence. L'ambassadeur du Canada au Mexique nous disait revenez d'urgence, il n'y aura plus de service pour vous, l'économie du Mexique va s'effondrer. Ce qui était une possibilité, mais on ne parlera pas du Mexique. Les soins de santé aussi, là où vous êtes, sont peut-être pas de même qualité qu'au Canada. Vous êtes laissé et vous allez être laissé à vous-même. Donc, c'est le dernier vol, puis si vous n'êtes pas dedans, il arrivera ce qui arrivera, puis ça sera votre problème. Vous assumerez. Non, il faut aussi se reporter je pense que c'est important. À ce moment-là. Et puis, il y avait des réactions de certaines personnes dans les circonstances qu'on pouvait qualifier un peu d'irresponsables. Donc, un principe de sécurité aurait dû prédominer à l'époque. Mais très rapidement, on aurait dû apprendre que le virus n'était dangereux que pour une catégorie très restreinte de la population. On aurait dû apprendre de ça et mettre en place les mesures proportionnelle à la menace. Donc, laisser les écoles ouvertes. On voit maintenant le résultat de 2 ans de confinement sur l'éducation des enfants. C'est catastrophique. Donc, la mise en place de mesures ciblées afin de protéger les individus qui étaient davantage susceptibles de mourir du virus, ça aurait été une mesure tout à fait appropriée dans les circonstances. Or, c'est pas ça du tout qui s'est produit dans la plupart des sociétés occidentales. Nous, au Kazakhstan, très rapidement, en mai-juin, les confinements ont été levés et puis la vie a repris son cours normal des choses parce que les gens avaient réalisé quelle était la nature du virus. Et étonnamment, les gens qui, il y a 30 ans, vivaient sous le joug du communisme se souviennent encore très bien de ce à quoi ressemblait une société qui, lentement mais sûrement... Il y a des Canadiens d'origine autre, c'est-à-dire des Canadiens immigrés,
qui ont été choqués là, parce qu'ils voyaient au Canada et qu'ils étaient très déçus, en fait, de voir le Canada sombrer dans un régime qui leur rappelait effectivement leur pays d'origine. Exactement. Puis ils savaient très bien, ces gens-là, que lorsque le gouvernement prend un doigt, il va finir par prendre la main, puis le bras au complet. On était naïfs, hein? Ben oui, au Québec, on est prêt à s'imaginer, parce que nous, au Québec, on pense que l'État, c'est le grand protecteur. Donc, d'abord, c'est le grand protecteur culturel. Donc, on est passé comme du protecteur identitaire au protecteur sanitaire, d'une certaine façon. C'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Donc, nous, chez nous, au Kazakhstan, les gens ont encore en mémoire c'est quoi vivre sous une société totalitaire, où là, vraiment, la dissension là, peut entraîner des conséquences là, quand même assez dramatiques. Là. Funestes. Oui, potentiellement funestes. Donc, potentiellement. Les gens ont été très résistants, ont résisté aux mesures gouvernementales. Au Kazakhstan? Au Kazakhstan. Et le gouvernement... Est-ce qu'il y a eu un confinement? Il y a eu un confinement d'environ 6 semaines qui n'était pas respecté. Okay. Et le gouvernement... Un peu comme au Mexique. Ouais, et le gouvernement a compris très rapidement que ça ne servait à rien. En même temps, c'est pas la même économie. Bon, forcément, on sait des gens qui ont besoin de sortir. C'est-à-dire, en Amérique latine, on disait mourir de faim ou du virus. C'est-à-dire, c'est une formule qu'on utilisait dans la presse. Donc, bon, on s'est fait dire, oui, mais c'est pas seulement des causes qui sont pas seulement culturelles, mais économiques. C'est-à-dire que le confinement était économiquement impossible dans certaines régions du monde. Ouais. Nous, il y avait une dimension culturelle chez nous, parce que empêcher les gens de se réunir... C'est toujours les deux, là. Ça se fait pas. Au Kazakhstan, les liens familiaux sont trop importants pour pouvoir empêcher les enfants de voir leurs parents ou leurs grands-parents. C'est impossible. Donc, pour différentes raisons, le confinement a échoué. Puis nous, notre université, la faculté de médecine, a fait des tests sérologiques en juillet-août 2020 pour se réaliser que le taux de contamination des gens qui avaient les anticorps du virus atteignait au-delà de 40 %. Donc, très rapidement, énormément de personnes au Kazakhstan ont attrapé le virus, ont compris que si vous n'étiez pas nécessairement à risque, vous étiez jeune, c'était une vilaine grippe de 24 heures et puis et ça se terminait là. Donc, les gens ont repris un cours normal de leur vie très rapidement et ils étaient aussi très hésitants à permettre au gouvernement de pouvoir les priver momentanément d'une partie de leur liberté. Pour eux, ça leur rappelait... C'est un retour en arrière, de 30 ans en arrière, et c'était inacceptable. Donc, évidemment, au Québec, il n'y a jamais eu de société autoritaire. Donc, les gens se sont dit, bien, le gouvernement est notre bienfaiteur, l'attitude paternaliste. Donc, le gouvernement veut notre bien. Monsieur Legault, c'est un bon père de famille, ben donc oui, on doit lui faire confiance. Or, il y a eu une espèce de confiance aveugle qui, encore une fois, dans une société libérale, si on veut préserver notre liberté individuelle, ça peut paraître paradoxal de dire ça, mais il faut faire preuve de méfiance à l'égard de l'État. C'est pas malsain, c'est au contraire une condition pour s'assurer que l'État ne va pas empiéter de manière indue sur nos libertés individuelles. Ce réflexe-là a complètement disparu. Disparu n'a jamais existé au Québec, en fait. Il a peut-être carrément jamais existé. Où l'État a remplacé l'Église. Voilà. Donc, on invite les gens, évidemment, à lire ce livre que moi, je conseille fortement, personnellement. On se dirige un peu en Russie. Bon, vous êtes un observateur de la scène russe, de la vie politique russe, puisque vous êtes au Kazakhstan, une ex-république soviétique. Vous avez accordé un entretien écrit à Libre Média récemment sur la question, mais quand même, la contre-offensive ukrainienne a échoué. Quels sont les scénarios que vous anticipez pour les prochaines semaines? On rappelle aux gens que l'enregistrement a lieu aujourd'hui le 13 décembre. 13 décembre. Ben oui, c'est pas moi qui le dis, c'est le chef de l'état-major de l'armée ukrainienne, le général Zaloujny, qui l'a affirmé en octobre dernier. La contre-offensive avait échoué. Depuis le début de l'année, l'armée russe a repris plus de territoire en Ukraine que l'armée ukrainienne en a repris à l'armée russe. Et là, on voit ce qui est en train de se développer dans la région d'Avdiivka, la ville. C'est l'objectif de l'armée russe d'encercler la ville, d'y faire un nouveau Bakhmout, d'y saigner à blanc l'armée ukrainienne. Et puis, on doit se poser la question, à quoi va ressembler le printemps, l'été 2024? Est-ce que l'armée ukrainienne va avoir la capacité de repasser à une seconde contre-offensive? Est-ce que l'Occident va envoyer d'autres chars d'assaut, d'autres armements à l'armée ukrainienne? Moi, j'en doute. Je pense que ce qui est en train de se dessiner graduellement, c'est un déclin de l'aide occidentale, donc le conflit dans la bande de Gaza. Quand même, ça paraît un peu paradoxal de dire ça, mais disons que c'est un bonus. Ça permet aux dirigeants occidentaux de pouvoir rediriger l'aide ailleurs. Donc, prendre un peu de recul. Là. Oui. Donc,
Moi, je ne pense pas que l'armée ukrainienne va être en mesure de repasser à une contre-offensive en 2024 ou dans un avenir très rapproché. Et au contraire, l'armée russe risque de gruger encore davantage de territoire dans les prochains mois, dans les prochaines années, si la guerre se poursuit. Et là, il faut se poser la question, qu'est-ce qui est le plus grave danger existentiel pour le peuple ukrainien? Parce qu'à l'heure actuelle, vous avez 36 millions d'Ukrainiens, 7 à 8 millions de réfugiés, principalement des femmes, des enfants. Les hommes en âge de combattre ne peuvent pas quitter le territoire ukrainien. Donc, beaucoup de ces jeunes-là sont conscrits, sont dans l'armée, meurent dans les tranchées. Donc, ce qui est en train de se dessiner... Mais admettons que la guerre, disons, se poursuit pour encore 10 ans. Ces femmes-là, c'est 7-8 millions de femmes ukrainiennes qui sont un peu partout maintenant en Europe, en Amérique du Nord, au Canada, risquent très bien de jamais retourner en Ukraine si la guerre se termine dans 10 ans. Elles vont refaire leur vie. Ou en fait, je pense que je doute que la majorité d'entre elles veuillent en faire retourner. On sait que certains Ukrainiens ont saisi l'opportunité pour quitter l'Ukraine, qui était un pays, on sait, extrêmement corrompu et pas très riche. Pauvre aussi, voilà. Oui, c'est ça. Donc, évidemment, on ne peut pas juger, c'est un pays en guerre, là, mais on sait qu'il y a des gens qui sont dans des zones de l'Ukraine qui n'étaient pas touchés par la guerre, qui ont quitté rapidement. Oui. Et donc, les chances que ces gens-là, c'est les forces vives de la population ukrainienne. C'est des jeunes femmes avec des enfants. Ces personnes-là ne reviennent jamais. Puis, en parallèle, vous avez leurs époux, leurs maris, leurs frères qui se font tuer dans les tranchées ukrainiennes. Qu'est-ce qui va rester de la nation ukrainienne dans 10 ans? Il va rester des estropiés et des personnes âgées. Donc, est-ce qu'on peut parler de victoire russe? Xavier Moreau, qu'on a reçu récemment, lui, parle évidemment... il parle de victoire. Là. Une victoire à la Pyrrhus. Une victoire un peu par défaut. Parce que, en termes de guerre d'attrition... Au match nul, entre le match nul puis la victoire... si l'objectif de Vladimir Poutine, c'était de renverser le régime de Zelensky, ça a échoué. Donc, son plan B maintenant, c'est de solidifier les frontières autour de la Crimée, la région de Louhansk et de Donetsk. Ça semble être le cas. La situation semble se diriger vers là. Donc, ça serait une demi-victoire, la victoire de son plan B. Mais il ne faut pas oublier non plus que ça aura coûté extrêmement cher à l'armée russe. Il y a un article, je crois que c'est du New York Times hier, qui faisait état de, je pense que c'est 87 % des forces armées russes, des membres des forces armées russes qui en étaient membres en février 2022, ont été tués. 87 %. C'est le chiffre qui est avancé par le Pentagone. C'est les estimations du Pentagone. Est-ce que c'est des estimations fiables ou... L'armée russe a perdu énormément de soldats, énormément de matériel. Au moins la moitié, Oui, donc, mais l'armée russe a payé un dur prix. Mais ils sont habitués, les Russes, malheureusement, à payer de lourd... Oui, un lourd tribut. Mais ça veut dire que la force armée russe professionnelle de février 2022 a été anéantie. Donc, on parle beaucoup de généraux, d'officiers généraux et colonels, lieutenants-colonels qui ont aussi perdu la vie sur le champ de bataille. Donc, refaire une armée russe professionnelle avec des cadres, ça va prendre une dizaine d'années. Donc, pour moi, ça serait une victoire à la Pyrrhus. Donc, c'est un pari à long terme, là, également, celui de Poutine. C'est-à-dire qu'on comprend que les forces russes ont été concentrées là et qu'ils ne peuvent pas aller ailleurs. Là. Ah non. Je ne pense pas qu'ils avaient prévu aller ailleurs, mais vous comprenez que c'était l'Ukraine et le gros morceau. Là. C'est ça. Puis, c'est sûr que l'armée russe, sur le plan théorique, a accès à 20 millions de soldats, de réservistes potentiels. Donc, en matière de comparaison avec l'Ukraine ne fait pas le poids. Là. Donc, si la guerre se poursuit encore, disons, sur une dizaine d'années, pour moi, c'est inévitable. Les forces vives de la nation ukrainienne vont continuer à s'exiler, vont continuer à mourir. Et c'est là la véritable question que les élites ukrainiennes devraient se poser, c'est pour l'avenir de la nation ukrainienne, quel est le scénario optimal? Continuer la guerre? Continuer à perdre des jeunes hommes, notre avenir? Continuer à perdre du territoire? Ou demander un cessez-le-feu, faire la paix, puis de se retrouver dans un peu un scénario à la coréenne? Mais c'est ça, mais vous dites, dans le fond, dans l'entretien que vous avez accordé à Libéral-Média, que le scénario à la coréenne, c'est le meilleur scénario pour l'Ukraine, pour sa survie. Oui. Parce que de toute façon, les territoires qui ont été perdus, fort probablement ne seront pas repris. Et si l'Ukraine continue la guerre, l'Ukraine va continuer à perdre des territoires. Donc, s'ils demandaient un cessez-le-feu, ils auraient la possibilité de solidifier leur ligne de défense à la nouvelle frontière
de sorte de créer une situation qui empêcherait l'armée russe de repasser à l'offensive dans les prochaines années. Non seulement ce serait impossible à cause des lignes de défense qui pourraient devenir l'équivalent des lignes de défense russes, la ligne Surovikine, qui sont révélées impénétrables cet été. Donc, si l'armée ukrainienne en faisait autant, elle serait tout autant impénétrable pour l'armée russe, qui, de toute façon, est hypothéquée pour au moins les 10 prochaines années. Donc, pour moi, et si la guerre se termine, donc on peut rapatrier idéalement, des millions de réfugiés ukrainiens reviendraient vivre en Ukraine. Le pays pourrait se reconstruire, pourrait se rapprocher de l'Occident, un peu comme la Corée du Sud l'a fait après 1953. Et puis, les régions de Louhansk et Donetsk deviendraient un peu l'équivalent de la Corée du Nord, deviendraient rattachées à la Russie. De toute façon, aux prochaines élections présidentielles, les citoyens de ces 3 républiques-là vont avoir le droit de vote lors des élections présidentielle russe. Donc, déjà politiquement, un peu dans les faits, la transition, l'annexion de ces régions-là est déjà dans les faits complétée, là. Donc, pour moi, à mon sens, c'est le scénario optimal, mais ça va être très difficile en Occident d'accepter ce scénario-là parce que l'Occident est victime du syndrome de Munich. Depuis 1938, les accords de Munich avec Hitler, on rappelle ça à chaque fois qu'on soulève l'option de faire la paix. Ouais, c'est ça. On ne peut pas faire la paix avec le mal absolu. Ben oui, évidemment, Hitler était le mal absolu, mais si on en vient à comparer tous les dictateurs de ce monde à des Hitler juniors, on en vient à en faire des gens qui sont tout aussi le mal absolu que l'était Hitler. Bien évidemment qu'on ne peut jamais négocier avec ces gens-là. Or, est-ce que Xi Jinping, est-ce que Vladimir Poutine, est-ce que Parce que c'est un peu au réalisme en relation internationale. Voilà. Est-ce que ces gens-là représentent le mal absolu? Si la réponse est non, bien, on peut négocier. Les seules négociations qui ne devraient jamais avoir lieu dès le départ, donc qui devraient être bloquées a priori, c'est les négociations avec l'ennemi, le mal absolu. Avishai Margalit, dans un livre sur les compromis pourris, fait le parallèle. Un compromis avec Hitler, c'est un compromis... Imaginez, vous êtes en train de cuisiner une soupe, puis soudainement, vous retrouvez une coquerelle dans votre soupe. Bien, la soupe est pourrie. Vous allez l'acheter. Donc, négocier avec un type comme Hitler ou Staline, c'est négocier avec le mal absolu. Donc, ça, c'est un compromis qui appelle en anglais qui est assimilable à une coquerelle dans la soupe. C'est inacceptable, on se débarrasse de la soupe. Par contre, si vous avez des compromis difficiles avec des individus avec lesquels vous ne vous entendez pas sur le plan idéologique ou quoi que ce soit, pour lui, c'est l'équivalent de retrouver une mouche dans sa soupe. Donc, il dit, lui, lorsqu'on retrouve une mouche dans sa soupe, on retire la mouche, puis on continue malgré tout à manger la soupe. En se pinçant le nez, en se disant, c'est un peu dégueulasse, mais la soupe n'est pas corrompue. Donc, c'est un peu la même chose. Vladimir Poutine, Xi Jinping, les dictateurs contemporains, est-ce que ce sont des coquerelles, comme Hitler l'était, ou est-ce que ce sont des mouches dans une soupe? Si c'est des mouches dans une soupe, le compromis est malgré tout possible, difficile. Il y a des concessions symboliquement importantes qui doivent être faites, mais qui ne sont pas moralement répréhensibles. Et je pense que c'est là où on doit débattre de la question. Mais lorsqu'on est ancré dans une logique où tout dictateur représente le mal absolu, l'équivalent d'Hitler, bien évidemment qu'on ne peut pas négocier avec ces gens-là. Mais la question à se poser, est-ce que ce sont réellement des représentants du mal absolu, oui ou non? Et malheureusement, en Occident, c'est le syndrome de Munich. Et on le rappelle depuis 2 ans maintenant, dans le cadre du conflit en Ukraine, toute négociation avec Vladimir Poutine est impossible à cause de ce qu'il représente. Bien, lorsqu'on est dans une mentalité comme celle-là, on est condamné à la guerre perpétuelle. Un certain conservatisme, c'est-à-dire c'est l'ancien monde, d'une certaine façon, contre l'Occident, woke. C'est pour ça aussi qu'il incarne une certaine lutte au wokisme. Oui, bon, c'est un élément du discours. Là. Aussi. Oui. Parce que dans la politique étrangère occidentale, pour plusieurs pays, tout ce qui est associé au mouvement woke fait partie intégrante d'éléments de la politique étrangère dont on s'attend que les ambassadeurs à l'étranger doivent faire la promotion de ces valeurs-là. Donc, oui, dans une certaine mesure, ça devient... Poutine, c'est un peu un anti-woke. C'est peut-être l'anti-woke suprême par excellence. Par excellence. Il suffit de lire ses discours, la conférence de Valdaï qui a lieu à tous les automnes, depuis maintenant une dizaine d'années. Vous lisez ses discours et il pourfend l'Occident. Et puis, c'est, comme on dit, oui, c'est l'anti-woke par excellence. Il donne des exemples. Il dit, chez nous, il n'y a que des hommes et des femmes.
Et là, il donne des exemples de ce qu'on retrouve dans les médias, des dérives woke en Occident. Ça sert sa cause. Puis évidemment, les Russes, ça leur permet ils resserrent les rangs parce que c'est l'orthodoxie russe, une société davantage conservatrice depuis les 200 dernières années qui s'est toujours définie en opposition par rapport à l'Occident. Donc ça permet à Vladimir Poutine de pouvoir resserrer les rangs. Et de récolter les appuis en Occident aussi, chez oui, les personnes évidemment, ça crée qui... une cinquième colonne en Occident, mais ça resserre aussi les rangs au Moyen-Orient, aussi en Asie centrale, en Afrique. Donc le soft power russe en matière d'idéocratie, de conservatisme associé à la slavophilie orthodoxe, ça fait des petits. Et on ne se rend pas compte à quel point ça fait des petits, notamment en Afrique, et ça permet un rapprochement des nations africaines envers la Russie. Et ça, c'est la véritable force de la politique étrangère russe. Ce n'est pas ces forces armées qui se sont montrées incapables de conquérir un pays dont l'armée était à l'époque considérée comme la 50e armée la plus puissante du monde. Donc, sur le plan purement mathématique, l'armée ukrainienne ne devait pas faire le poids contre l'armée russe. Donc, sur le plan militaire, la Russie a montré ses limites. Sur le plan économique, par rapport à la Chine, la Russie est aussi limitée en termes de développement économique. Donc, le seul apport de la Russie au 21e siècle, c'est son soft power en matière d'idéocratie qui est très proche de la slavophilie orthodoxe. Puis on voit depuis 2011-2012, la politique étrangère russe s'est redéfinie lentement mais sûrement autour de ce paradigme-là. Très intéressant. Jean-François Caron, un grand merci d'être passé nous voir à Libre Média. Ça m'a fait plaisir. À la prochaine. À bientôt. À bientôt.